Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode Le Corner. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial puisqu'on reçoit l'équipe Ballon Main Corps, une équipe avec laquelle on travaille au quotidien sur la création de leur podcast, mais on fera les introductions un petit peu plus tard. Messieurs, bonjour à tous. Ricky, je te donne la parole en premier. Salut Sam, salut à tous, salut à mes gars. Donc, écoute, pour le coup, on est invité chez toi, donc c'est un plaisir, hein. Merci de l'invitation et puis on aura des choses à dire. Bienvenue. Quentin. Merci. Comme d'habitude, c'est Ricky qui démarre, hein. C'est lui qui remonte le ballon. Même si ça fait bizarre d'être dans les conditions de BMC en tant qu'invité. Là, je sais que Seb, il se mord la langue, il a envie de faire son intro et tout. Mais voilà. Laissez-moi la parole, on le voit déjà, là, ça le démange. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Non, tranquille, salut. Non, je rigole. Non, mais merci de l'invitation. Non, c'est bien des fois d'être de l'autre côté, tu vois, de rester tranquille et de savoir écouter, tout simplement. Donc, merci pour l'invitation. Eh ben, parfait. En tout cas, ravi de vous avoir ici, vous présenter un petit peu votre concept aussi bien à travers pour Génération 86 et à travers le podcast que vous avez Ballon Main Corps. Mais peut-être pour vous introduire très rapidement. Donc du coup, et Sébastien, commençons peut-être par toi. Tu es le premier à avoir raccroché. Mais si tu peux te présenter un tout petit peu pour nos auditeurs, peut-être qui n'ont pas suivi ta carrière, qui tu es et parle-nous d'un peu à quoi ressemble ton d'après-carrière. Qui je suis? Sébastien Basson Guéna, parce que c'est important. Et alors qui je suis? J'ai commencé ma carrière à Clairefontaine, parce que pour moi, c'est le début de ma carrière, avec mes frérots. Et après, je suis parti au FC Metz. Et je fais partie de cette génération de jeunes qui est partie très vite de la France. Parce que j'ai quitté, après quelques années en professionnel au FC Metz, je suis parti à Newcastle, où en Angleterre, j'ai fait la majeure partie de ma carrière. Donc, je suis passé par Newcastle United, après Tottenham, après Norwich, après à Watford. Et j'ai fini en Grèce au soleil pour les derniers 6 mois pendant le Covid. Et un peu avant le Covid. Et voilà ma carrière, grosso modo, international camerounais. Oui, c'est important. Et voilà, après, par rapport à mon après-carrière, j'ai mis un peu... j'ai toujours su à peu près ce que je voulais faire. Je l'ai su à partir de mes 28 ans, 27, 28 ans. Et je me suis reconverti dans le public speaking. C'est-à-dire que je fais des conférences, je suis keynote speaker et je suis coach de développement personnel. Donc, vu que je suis un ex-sportif, pour moi, c'est important de travailler sur le mental. Je suis pas coach mental parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la même chose. Non, je suis dans le développement personnel. C'est plus dans les comportements et dans les émotions. Voilà ce que je fais dans mon après-carrière pour faire court, on va dire. Et tu accompagnes des gens dans le sport uniquement ou aussi en dehors du sport? Non, j'accompagne des gens dans tout domaine, parce que j'aime beaucoup le domaine entrepreneurial, parce que pour moi, ça représente un peu comme une équipe de foot. C'est un club parce qu'il y a des objectifs dans l'entreprise, tu as des objectifs, tu as une certaine pression, et fin des fins, on porte pas le même maillot, on n'a pas les mêmes, on fait pas les mêmes choses, mais les ingrédients, c'est les mêmes. Donc j'accompagne, je parle à des clubs de foot, quand je fais des conférences et en entreprise, et dans les coachings, surtout le coaching de groupe, c'est surtout en entreprise, dans les clubs aussi, mais en individuel, il y a de tout. Au final, à partir du moment où tu as un objectif et que tu veux l'atteindre, et que tu sais pas trop comment faire et que tu manques, c'est peut-être des fois de directives, c'est là où moi j'interviens. Et vu que je suis un overachiever, comme on dit, c'est sûr que le résultat, c'est important pour moi et je vais tout faire pour que tu arrives à ton résultat. Et du coup, par curiosité, comment est-ce que tu positionnes la chose? Parce que d'une manière générale, le parallèle entre guillemets entre l'entreprise et le milieu du sport, c'est un truc qui a énormément de potentiel et à la fois qui peut vite tomber dans la caricature. À quel point tu fais les parallèles uniquement sur le domaine du sport ou les acquis que tu as pu avoir par la suite à travers tes formations
font que tu ne fais pas que des rapprochements là-dessus? Si j'ai bien compris, comment je pourrais répondre de manière claire? Pour moi, en fait, un être humain, c'est un être humain. Aujourd'hui, nous, on a eu la chance d'être amené vers le sport, ce qui comment dire, nous a donné une certaine base au niveau éducation, au niveau des valeurs et au niveau surtout de l'éthique de travail. L'éthique du travail et faire face à toutes sortes de rebondissements, de problèmes. Et sur la durée, savoir être dans la durée, savoir vraiment toujours se réinventer. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un avantage dans le monde entrepreneurial parce que, je veux dire, se lever tous les matins pour aller chercher un objectif, en arrivant à l'heure, en ayant un certain nombre de valeurs préétablies, bah ça, on connaît. Avoir des blessures, voilà, faire face à la difficulté, ça, on connaît. Donc, le parallèle, pour moi, il est là. Après, je rentre pas dans le cliché parce que, sincèrement, on est pareil. Et souvent, les gens, ils aiment faire trop une grande différence. C'est juste une question de langage. Aujourd'hui, ce qui m'a permis d'arriver dans le monde de l'entrepreneuriat, au niveau, que ce soit moi en tant qu'entrepreneur ou moi qui coach des entreprises, c'est le langage. C'est d'apprendre, c'est un langage différent, c'est tout. C'est juste à partir du moment où on apprend la nouvelle langue, on est capable d'aller jouer dans leur ligue. C'est tout. Ouais, super intéressant et on verra qu'il y a vraiment ce sujet à la Clairefontaine, génération 86, maintenant ballon main corps qui vous a vachement rapproché, mais du coup avec des personnalités différentes qui se voient vachement dans à moitié après carrière, on va dire pour toi, Ricky. Si tu peux te présenter rapidement à notre audience aussi, pour ceux qui sont pas fans de foot et d'une manière générale, toi un peu comment ta transition est un peu plus progressive avec déjà un pied que tu mets en dehors du domaine purement sportif. Mais tout en gardant un aspect compétitif au quotidien. Ouais, donc voilà, pour faire rapide aussi, Ricardo Fati, voilà, comme mes deux potes de BMC, on a commencé ensemble avec La Fontaine. Après moi, naturellement, je suis parti en centre de formation sur Strasbourg. Et un peu comme Seb, je suis parti très rapidement à l'étranger. Je suis parti à la Roma à l'âge de 20 ans. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait pas mal de clubs. De toute façon, on le dit bien, on le dit assez dans le podcast. Beaucoup de voyages, beaucoup d'expériences, beaucoup de pays. Donc voilà, c'est ce qui m'a drivé toute ma carrière. Et voilà, et aujourd'hui, je me retrouve un peu à cheval entre Seb et Quentin. Je suis en phase de transition. C'est un terme que j'apprécie. Ça veut dire que je suis encore actif parce que je joue, on va dire, en semi-pro. Je sais pas si on doit dire amateur ou semi-pro au foot, mais là, on va dire, je suis un amateur à Chartres. Je suis pas loin de chez moi, donc voilà, ça m'a permis de continuer à jouer, à être actif, tout en, voilà, en regardant ce qu'il y a justement après cette fameuse barrière de la retraite sportive. Donc voilà, j'ai un peu la tête, voilà, sans être vulgaire, on va dire que j'ai le derrière entre deux chaises en ce moment. Et voilà, c'est tout aussi excitant que un peu effrayant. Donc voilà, je suis un peu entre les deux. Et pour éclairer un petit peu, donc toi, notamment, tu as fait pas mal de travail de consultant chez différents broadcasters ou en tout cas des interventions plateau. Mhm. Comment se rythment tes journées actuellement? Bah, actuellement, bah, mes journées ne changent pas trop de mes journées de footballeur, hein. Entraînement tous les jours avec le match le week-end, sauf que on est plus regardant sur ce qui se passe autour. Autant quand j'étais pro, c'était 100% football, voilà, concentré, on prend soin du corps, on prend soin de tout ça. Autant cette saison, ces derniers temps, on commence à faire pas mal de réunions, à contacter divers chaînes, divers médias. J'ai fait quelques interventions en effet sur quelques chaînes en France, sur RMC ou Canal+. Là, bientôt, j'irai même sur Prime Video. Donc voilà, je commence vraiment à mettre un pied dedans. Je pense que ça peut être un milieu qui pourrait m'intéresser à terme. Donc voilà, mes journées restent plus ou moins les mêmes que, Ouais. qu'à l'époque quand j'étais pro, avec les entraînements, tout ça. Mais sinon, c'est vrai que ça reste des journées encore chargées. Mais j'aime ça, j'aime rester actif. Actif. Ouais. Donc, on en a un qui se dirige vers le coaching, mais pas le coaching traditionnel dans le domaine du sport et qui est déjà les deux pieds dedans, toi plutôt vers les médias. Et toi, Quentin, du coup, si tu peux faire pareil, la petite introduction à notre audience et derrière où tu en es dans ton parcours et tes aspirations potentiellement post-carrière.
Écoute, Quentin Westberg, 36 ans, l'aîné de la bande de quelques semaines, hein, par Oh, il rapport fallait qu'ils le disent. à mes collègues. Non, mais tu sais quoi, c'est en y repensant, tu sais, en disant, voilà, on est tous de 1986, mais je suis l'aîné de quelques semaines, mais Mhm. le fier membre de l'association Génération 86 du podcast BMC est toujours pleinement en activité. Moi, contrairement à mes potes, je suis allé très tardivement à l'étranger, ce qui a sans doute repoussé un petit peu ma fin de carrière. C'est vrai que j'ai fait 15 ans en France. Je dis pas que je commençais à avoir fait le tour, mais je plafonnais à un certain niveau. Et puis quand la MLS s'est offerte à moi l'opportunité d'aller jouer à Toronto, ben j'ai sauté dessus et ça a été une seconde jeunesse, hein. Il y a plein de termes super bateaux pour les décrire, mais finalement ça a été un boost dont j'avais certainement besoin. Et donc depuis 2019, je suis en MLS. J'ai joué 4 ans à Toronto et maintenant je joue à Atlanta United. Donc deux très beaux marchés, deux très beaux clubs. Et puis bah, je suis encore en train de profiter de chaque jour en tant que footballeur professionnel. Et du coup, toi, sur la suite à donner, pour le moment, tu te projettes pas du tout, pas de vision, pas de visibilité. Complètement une vision, complètement un peu moins de visibilité, mais c'est vrai qu'on s'y prépare. Et puis c'est surtout rendu un petit peu plus facile parce que ben, on est en contact quotidien tous les trois et moi je suis un petit peu, je m'inspire un petit peu de ce qu'ils font pour justement m'aiguiller un petit peu aussi en fonction de mes prédispositions, de ce que j'aime faire. Et toute ma vie, je me suis inspiré de gens, toute ma vie, j'ai écouté, toute ma vie, j'ai un petit peu toujours tendu l'oreille, donc je suis complètement en carrière, je profite de ma carrière, mais ça fait 2, 3, 4 ans que je suis en train de considérer pas mal de choses différentes. J'ai même eu, là, j'étais en fin de contrat cet hiver et j'ai eu ma première proposition post-carrière. Alors c'était un premier contact, mais ça a été marrant de l'envisager d'une part et surtout de se mettre, de préparer un entretien qui n'était pas finalement un club qui te sondait. Donc c'était marrant de commencer à avoir une petite perspective, une petite perception. Mais voilà, tant que je vais pouvoir jouer, je jouerai parce que le plaisir est toujours là. Top. Et donc là, pour récapituler, donc trois personnes qui se sont rencontrées à Clairefontaine, donc du coup, ce que vous appelez le Harvard du football, et ça sera intéressant sur la suite de la conversation, avec trois profils différents, trois parcours différents, mais qui vous êtes tous retrouvés du coup autour de ce projet-là, Génération 86. C'est quoi l'ambition de Génération 86? Est-ce que vous pouvez le présenter et nous dire pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer cette association? Bah, Vas-y, c'est bon. MC. non, on peut, oui, le présenter. Pourquoi on a voulu créer Génération 86? C'est parce que tout simplement, comme tu l'as dit, Clairefontaine, c'est notre socle commun. C'est là où on s'est rencontrés et c'est là où beaucoup de nos histoires personnelles, familiales, professionnelles ont commencé. Et on a toujours été en contact. On avait un groupe d'ailleurs qui a été créé par Quentin. Par Quentin, et on était on and off un peu. On était en contact, mais pas avec tout le monde. Et c'est pendant le Covid où, pendant le Covid, on avait beaucoup de temps. Les gens avaient du temps et on avait un groupe où on se parlait de temps en temps. Et là, on a commencé à faire un appel vidéo, un Zoom. Et d'une chose en entraînant une autre, on a pris plaisir encore à se revoir et à se voir, à se parler. En fait, c'était un peu comme retour à l'ancienne. On se parlait comme avant, on pouvait se chambrer, on pouvait, voilà, se remémorer des anecdotes. Et de fil en aiguille, l'idée est venue de faire un projet entre nous parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tellement de choses à donner, tellement de choses à rendre, qu'on nous a tellement donné. Donc on s'est dit, au départ, on a dit, venons, on va acheter un club, venons, on fait ceci, enfin, on avait plein d'idées. Et après, c'est l'association qui est restée. Et de là est née Génération 86, tout simplement, parce qu'on est tous nés en 86, j'ai 86. Et après, voilà, ça, c'est la genèse de l'histoire de Génération 86. Et le reste, après, Après pour embrayer, c'est vrai qu'on avait cette envie de transmettre, de donner, mais on s'est rendu compte que dans nos différentes villes, différents quartiers, il y avait aussi beaucoup de demandes. Il y avait beaucoup de questions parce que on a été très médiatisé à l'époque. Et même ceux qui n'ont pas forcément percé, hein, qui n'ont pas forcément une grande carrière, étaient quand même sollicités par des parents, par des jeunes joueurs, tout ça, par des clubs, voilà, pour avoir des conseils, tout ça. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas de tout mettre toutes ces synergies, de les mettre ensemble et de faire quelque chose de positif.
D'ailleurs, nos actions, elles sont faites principalement dans nos anciens clubs, hein, que ce soit à Tremblay en France ou à Pont-Sainte-Maxence pour JP qui coach là-bas, qui est avec nous, au CFFP, pardon, donc à Versailles aussi. Donc voilà, c'est nos clubs, c'est nos anciens clubs. Donc forcément, on avait cette envie de transmettre tout ça à la nouvelle génération. Et du coup, donc, dans la construction, vous avez décidé de partir sur un modèle associatif, du coup, pour vraiment être dans ce côté transmission, parce que c'est la plus grosse chose qui vous a relié dans votre parcours à Clairefontaine. Derrière, est-ce que vous le voyez aussi quand même comme une première petite aventure post-sportive dans le côté construction, créateur, entrepreneur, ou pas du tout? C'est vraiment une réflexion purement associative, volonté de transmettre et volonté de faire quelque chose. Seb et Ricky l'ont déjà très bien souligné. On avait déjà cette envie de se retrouver parce qu'en fait, il y avait un tel plaisir d'échanger qu'on voulait se retrouver. Et puis, on en est tous venus à la conclusion qu'on avait beaucoup à donner et rendre tout ce qui nous a été finalement donné en tant que footballeur depuis Clairefontaine, que ce soit en termes de valeur ou en termes d'expérience. Et finalement, comme ensuite l'a dit Ricky, la synergie de tous nos profils a fait qu'on réalisait qu'on avait un panel de gens super intéressants pour un groupe de mecs qui se connaît depuis plus de 25 ans, qui a grandi ensemble, qui a reçu un socle éducatif commun très rapidement dans l'adolescence et qui fait que encore maintenant, on a des choses qui nous lient énormément. Et pour en revenir à ce que tu disais, on voulait s'engager. On voulait s'engager et transmettre parce que la demande est énorme, parce que notre parcours fait rêver. Et en fait, on voulait pas lever cette part de rêve, mais on voulait sensibiliser aux différents outcomes, Issues. aux différentes issues que pouvait donner une carrière professionnelle. Un passage dans un centre de formation, un passage dans un centre élitiste comme peut l'être Clairefontaine, et en fait donner à tous les gens qui voulaient bien l'entendre et à tous les gens qui voulaient bien en recevoir, enfants comme parents, en fait les perspectives que peuvent donner le football. Et c'était un truc où, oui, on voulait une aventure, mais en même temps, on voulait se responsabiliser nous, en se disant, voilà, toute notre vie, on nous a mâché le travail, maintenant à nous de se retrousser les manches et d'aller rendre. Ok. Et de là est né donc du coup le podcast BMC, peut-être pour toi Sébastien. Donc vous avez décidé vous de rendre ce rendez-vous hebdomadaire où vous prenez la parole tous les trois sur différentes thématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la création du podcast derrière? Sachant qu'on est beaucoup dans la génération 86 et on s'est toujours dit qu'il fallait que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Il y a des gens qui sont sur Paris, sur la France, il y en a qui sont à l'étranger. Comme à l'époque, Ricardo, il était en Turquie, Quentin, il était aux États-Unis, moi, je suis à Londres. Donc, moi, plus facile d'arriver sur Paris que pour eux. Mais donc, on était quand même à l'étranger. Et donc, il fallait, et en toute transparence, il y a eu le Covid et on avait bien commencé. Et moi, qui suis un peu dans le développement personnel, dans le speaking, j'ai toujours eu cette idée de... J'aime bien parler, j'aime bien avoir les micros. Et en fait, la mouvance du podcast était déjà enclenchée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on puisse apporter quelque chose on va dire, de tangible depuis l'étranger. Et sachant que tous les trois, alors il y a une bonne synergie, il y a trois profils différents, on s'est retrouvé avec l'idée de pourquoi pas lancer une chaîne Twitch. Au départ, c'était ça. Une chaîne Twitch. Après, de la chaîne Twitch, c'est passé au podcast. Et on s'est retrouvé à trois, on s'est parlé. Et on a vu que chacun en était animé d'une envie. Et c'était une autre manière à nous, très concrète, de pouvoir participer à l'évolution de Génération 86 à travers les frontières. Donc, voilà d'où est née l'idée du podcast. Après, pour le nom du podcast, je me rappelle, c'était un jour où moi-même j'étais aux États-Unis en formation et on était tous les trois au téléphone, ça coupait, on cherchait un nom et on avait des idées et c'est Monsieur Friandis, tout le monde aimerait qui, Ricardo, qui arrivait avec Ballon Main Corps, si je me trompe pas. Et je pense que c'était assez commun, hein. C'était une décision assez commune. Hein. non, Mais c'est clairement venu de toi.
C'est Il est clairement venu, venu de il a toi. dit, et nous, on a validé parce qu'on cherchait un nom. Et c'est toujours difficile de trouver un nom qui nous représente et qui a une histoire où on peut. Et en fait, quand il a dit ballon main corps, pour nous, pour ceux qui connaissent Clairefontaine, bah, ça résonne directement. Ça parle, ouais. Ça parle. Voilà, on voulait pas avoir ce nom bateau avec foot dessus, tu sais, complètement foot ou je sais pas quoi foot. Tu vois, on voulait vraiment un truc Donc, et c'est qui pour ça. dénote un peu. Et du coup, bah, cette expression ballon main corps, elle est parfaite pour nous en fait, hein. En plus, Q qui est gardien de but, donc avec Monsieur Raviot dans le texte. Donc, pour la symbolique, ça sonnait bien, ouais. Ben moi, c'est marrant parce que je me souviens très bien quand effectivement tu avais suggéré ça. Moi, à la base, je pensais que c'était une blague. Et effectivement, parce qu'en termes d'impact de marque, ballon main corps, ça fait vachement sens. Mais moi, à chaque fois que j'en parlais sur la réflexion du branding, aussi bien sur Génération 86 que ballon main corps, je me disais c'était un truc qui n'était pas assez accrocheur sur la marque Clairefontaine, sur la marque grands espoirs du domaine du football, sur le côté vraiment football, sur le côté commercial. Et ça, c'est intéressant pour rebondir là-dessus, Ricky, parce que vous, dans votre réflexion, en fait, vous n'êtes vraiment pas dans une réflexion d'audience, mais vous êtes vraiment dans la vraie réflexion sur la qualité et pas sur le côté faire le buzz. C'est marrant, à chaque fois qu'on parle de qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, quelles sont les paroles, là, maintenant que vous avez des invités sur votre podcast, quels sont les moments clés des différentes émissions, vous êtes toujours dans le souci de ne pas faire de l'attraction d'audience pour les mauvaises raisons, mais vraiment dans la transmission de messages. Ouais, c'est ça, c'est ça. On est aucunement à la recherche de buzz, hein. On a vraiment envie voilà, de transmettre encore, hein, de parler de faits qui nous tiennent à cœur, hein, des valeurs un peu universelles dans le football, que ce soit qui relèvent un peu du côté mental, côté un peu tout ce qui touche un peu au football, en fait, autour du football, que ce soit l'entourage, le côté aussi mental, psychologique, les à côté, même les dépressions, enfin, voilà, c'est des sujets qu'on traite pas forcément, on va dire, dans les grands médias, mais nous qu'on prend du plaisir à parler, et puis forcément, on a une tonne d'expérience, une tonne d'anecdotes à partager, et de plus, on commence à incorporer des invités, donc, euh, donc ça va, quoi, donc c'est cool. Après, voilà, on n'est pas à la recherche de buzz, quoi. Non, et c'est marrant que tu dis ça parce que paradoxalement, du coup, cette liberté ça vous offre une certaine liberté d'expression parce que finalement, pour les personnes qui écoutent, il y a énormément de choses à se mettre sous la dent qui sont à la fois intéressants, mais aussi des remarques que tu n'aurais pas nécessairement dans des trucs, dans des programmes où il y aurait potentiellement plus d'ambiance traditionnellement, ou en tout cas plus d'éléments croustillant ou cette volonté d'aller chercher de l'information. Donc j'invite vraiment tous les auditeurs qui connaissent pas Ballon Main Corps qu'on accompagne du coup, comme je l'ai dit, toutes les semaines, à aller écouter si vous êtes fan de foot et sur les côtés, les parallèles entre le domaine du sportif et le domaine professionnel. Il y a vraiment des choses super intéressantes. Mais si on parle de vraiment la vision à long terme, Quentin, peut-être un petit peu pour toi, le côté, enfin, quel impact vous cherchez à avoir en réflexion, il y a forcément quelque chose qui vous drive au quotidien, soit sur des choses à changer dans le domaine du sport, soit sur des places à occuper, soit sur avoir une vision un peu sur ce que vous avez appris à Clairefontaine, sur ces informations et sur ces expériences que vous avez pu vivre au quotidien dans votre domaine, dans vos clubs respectifs et en faisant tous les parallèles qui vont bien. Il y a forcément un petit peu une vision derrière sur le programme de Ballon Main Corps. Oui, effectivement, et en même temps, pas nécessairement. Notre premier souci, c'est l'authenticité. Notre premier souci, c'est de faire du contenu de qualité et authentique, à savoir partager des expériences, partager des anecdotes et des moments clés dans une carrière qu'on aurait voulu avoir, le genre de conseils qu'on aurait voulu recevoir avant de faire les erreurs qu'on a faites, en fait. Et c'est un truc où, certes, on amène le sujet, mais c'est une discussion qui invite tout le monde, de tout âge, de même tout domaine, comme le disait Seb tout à l'heure, par rapport à son activité plus perso à lui. Le foot, c'est un pont, en fait, avec la vie. Et énormément de choses est liées au terrain, fatalement, mais énormément de choses aussi est liées au comportement et à la manière de faire, d'agir et de se comporter. Et de par toutes nos expériences, les 7 pays de Ricky, les 3 pays de Seb, mais 3-4 de mon côté, on a été au contact de différentes cultures
dans un même sport, dans une même industrie. Et on a déjà vu que dans cette même industrie, les comportements changeaient énormément. Donc, c'est une espèce de, pas de mise en alerte, parce qu'il y a énormément de positifs dans tout ça, mais c'est des conseils gratuits qu'on a pour notre audience et surtout ce terme qu'on utilise souvent, c'est l'adaptabilité. En fait, on veut aider les gens à développer énormément de mécanismes pour s'en sortir le mieux possible dans énormément de situations qu'ils vont rencontrer au quotidien. Et les situations qu'on rencontre en tant que footballeur, elles sont pas que l'adversité sur le terrain, la joie, les pics de confiance. C'est aussi tout ce qui s'apparente à l'extra-football, à savoir faire déménager sa famille, s'adapter à une nouvelle culture, comment trouver ses repères dans un environnement qui est complètement neuf, où on ne se sent pas forcément le bienvenu. C'est énormément de choses comme ça qui fait qu'on rend un tout petit peu plus humain et accessible le monde du football en partageant nos expériences qui même sont différentes. À savoir ce que quelque chose que Seb ou Ricky a vécu d'un côté, je l'ai peut-être moi vécu différemment de l'autre. Et en fait, on en parle à bâton rompu, exactement dans un souci différent de vouloir faire le buzz et de parler de joueurs connus avec lesquels on a joué ou d'avoir un souci d'audience plus élargie. En fait, on a envie d'inviter l'auditeur à notre table comme s'il était dans une discussion de fond avec ses bons potes. Après, si je peux me permettre, je pense que aussi ballon main corps, ce qui est important, c'est de démystifier le culte du football. Parce que aujourd'hui, encore plus avec dans l'ère dans laquelle on vit, le football, c'est pas pour nous, c'est notre passion, mais pour beaucoup, c'est impressionnant. Des fois, on nous pose des questions. Comment c'est dans un vestiaire? C'est comme s'il y avait, c'est un peu comme le côté mystère d'une monarchie, par exemple. Je regardais The Crown et c'est un peu pareil. Non, mais il y Ouais, a ce il y côté a une part de sacré, en fait. il y a une part de sacré. Et aujourd'hui, nous, on peut, à travers Ballon Main Corps, on peut quand même faire entrer les gens dans ce cercle un peu fermé qui fait rêver beaucoup de personnes. Et on va le ramener à quelque chose de très simple, de quelque chose de très humain. Voilà pourquoi on a ce genre de discussion comme dit Q et Ricky, à bâton rompu, on est entre potes, on discute pour au final montrer aux commun des mortels que être footballeur, au final, ça peut s'apparenter à comme toi quand tu vas au travail, avec d'autres particularités, c'est sûr, d'autres facteurs, mais fin des fins, c'est des hommes qui vivent leur passion, qui vivent leur métier à un moment donné. Et voilà, il faut quand même ramener les choses un peu sur terre. Et nous, on est beaucoup dans la simplicité et on veut vraiment s'écarter de tout ce côté un peu trendy, ce côté qui fait vraiment strass et paillettes. Non, on est des papas, on est des êtres humains comme tout le monde. Voilà. C'est marrant que tu dis ça parce que d'une manière générale, je trouve que c'est un peu la direction dans laquelle va la société d'une manière générale et que les repères de nos parents ne sont plus du tout les mêmes que les nôtres. Ça veut dire que maintenant, d'une manière générale, il faut savoir s'adresser à tout le monde. Quand tu es footballeur, il faut avoir la capacité et savoir s'adresser aux personnes autour de toi parce que tu sais que ta carrière, c'est pas que le football, il va y avoir un avant, un après. Et c'est un peu la même chose dans le monde dans l'entreprise où tu as un côté, on dit toujours, nous, dans l'accompagnement qu'on a, soit des jeunes, quand on donne des cours dans nos anciennes écoles ou quoi, c'est le côté traite bien tout le monde autour de toi parce que potentiellement ton stagiaire, dans 10 ans, ça sera lui ton boss. Et vice-versa, et tu as un côté un peu cette réflexion globale. Les gens l'ont pas forcément, ou en tout cas les générations d'avant l'ont pas forcément et ont un peu cette difficulté à pas mettre de barrière entre eux-mêmes, leur poste et les personnes autour d'eux, que ça soit dans une structure différente, que ça soit au sein de la même structure, dans une hiérarchie différente. Et c'est un thème que vous abordez beaucoup là dans ce que vous dites et que vous essayez de transmettre aux enfants en disant il y a du glamour, il y a du pas glamour, avec le respect des anciens que vous abordez beaucoup sur la plupart de votre podcast, mais en disant que le fait d'être à des postes différents ou à des positions différentes ne change pas la nature et le besoin de pouvoir échanger entre les différents pôles. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, on est dans un monde d'information et d'opportunités qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, une carrière de footballeur, c'était très secret et il y avait ce que les journaux pouvaient en dire, basta. Maintenant, on est diamétralement opposés. On a l'impression d'avoir des insights de la part des clubs sur la vie de vestiaire, sur les entraînements, de la part des joueurs sur leur quotidien, sur même leur rémunération, sur leur famille. Et finalement, on est passé nous, on est exactement cette génération qui connecte ces deux mondes, à savoir, on a grandi dans un environnement
où tout était très secret, la vérité du vestiaire, tout était très solennel. Et puis maintenant, tout est exposé dans une mesure presque incroyable. On en parle souvent sur le podcast, mais des fois, on a l'impression de côtoyer des gens au sein d'un vestiaire et ensuite de voir des personnes différentes sur les réseaux sociaux, la manière dont ils s'exposent, la manière dont ils gèrent la narrative de leurs réseaux sociaux, par exemple. Donc les réseaux sociaux, c'est vrai que ça a été un outil qui est extrêmement favorable quand on l'utilise bien, mais qui peut aussi être un petit peu préjudiciable. Et en fait, nous, on partage sans une analyse extra approfondie, sans des recherches extrêmement élaborées, mais on partage un ressenti pour essayer de tout balancer, en fait, de trouver un équilibre entre tout. Quand je dis balancer, c'est un pur anglicisme, tout équilibré. Grave. Balance it Tout out. balancer, ouais, en plus, bref, tout Quel anglais. équilibré, parce que un des éléments moteurs et fondateurs de la génération 86, c'était d'un petit peu apaiser cette espèce d'excitation, cette espèce presque de violence autour du football et de cette pression de la réussite qui est caractérisée complètement différemment maintenant qu'elle était il y a 20 ans par l'apport des réseaux sociaux, par l'afflux économique. Déjà nous, il y a 20 ans, on nous disait quand est-ce qu'il va y avoir des transferts à plus de 100 millions de francs, c'est incroyable, ça n'arrivera pas et tout. Ben maintenant, on est à 300 millions d'euros. C'est quelque chose qui fait que d'évoluer. Et en fait, on essaie d'équilibrer un petit peu tout ça en connectant plusieurs générations et surtout en s'appuyant sur des valeurs authentiques et surtout des valeurs que l'on pense intemporelles. Ouais, bah c'est le credo de notre assos, hein. Partager nos valeurs avec passion, parce que on reste convaincu que il y a des valeurs, que ce soit dans la vie ou dans le foot, qui restent immuables, qui ne bougent pas. Toutes ces valeurs de respect, voilà, d'humilité et puis de don de soi. Je pense que c'est super important de transmettre aujourd'hui parce que voilà, c'est des valeurs qui s'estompent de plus en plus dans ce sport qui devient bah, de plus en plus aussi individualiste. Donc voilà, sans vouloir faire les grands frères un peu paternalistes, tout ça, on a la chance d'avoir un vécu, une aussi, bah, voilà, Seb, Quentin, moi-même, une certaine aussi légitimité pour pouvoir en parler. Kikou l'a très bien dit, nous on a la chance d'avoir vécu un peu ces deux mondes-là. Le monde d'avant les réseaux, d'avant toute cette explosion technologique et le monde d'aujourd'hui en fait. On est vraiment à cheval entre les deux. On est aussi père de famille, donc on sait vraiment de quoi on parle. Et voilà, et puis on reste convaincu, en tout cas c'est mon cas, qu'il y a certaines valeurs qui doivent rester les mêmes. Et c'est de toute façon le football, c'est un peu comme la bonne. Même le monde, je pense, de l'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est cyclique. À un moment donné, on veut toujours revenir aux bases, on veut toujours revenir aux sources. Quand on voit dans les clubs comment ils se réinventent, c'est beaucoup de culture, d'héritage, de respect des anciens. Maintenant, tu vois, tous les clubs. Donc c'est comme ça, quoi. Donc on a cette envie-là voilà, de transmettre ces valeurs, pas anciennes, mais ces valeurs, on va dire, intemporelles. Après, il faut... Et c'est marrant parce que on en revient toujours à ça quand on en parle avec Quentin. C'est le côté, au final, tu reviens toujours à ce qu'on appelle les soft skills. Donc, en gros, tu as les connaissances que tu acquiers à l'école, etc. Et ensuite, tu as les connaissances que tu vas acquérir potentiellement dans ton environnement, chez toi, à la maison, auprès des proches que tu as. Et finalement, c'est ta capacité à savoir dealer avec les différentes personnes qui font que tu vas être prêt à affronter beaucoup plus de situations ou être beaucoup plus flexible dans ta manière de travailler pour pouvoir t'adapter au changement. Et après, tes connaissances un petit peu plus dures, celles que tu apprends à l'école, c'est des choses qui vont te permettre de pénétrer dans un environnement, mais tu reviens toujours aux soft skills d'écoute, d'entraide, de partage, d'empathie pour les personnes avec lesquelles tu travailles. Et je pense que tu as une espèce de dynamique au final dans le football qui est relativement similaire. C'est que il faut que tu travailles ton contrôle passe, il faut que ta qualité technique elle soit là, il faut que les blocs de 15-15, il va falloir que tu les manges. Mais derrière, il va falloir aussi que tu comprennes comment parler à ton latéral droit pour qu'il fasse l'effort que tu veux, pour parler à ton numéro 10, qu'il soit bien dans le bloc quand il doit se replacer. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que tu n'apprends pas forcément à développer tes qualités techniques, tes qualités tactiques qui sont considérées comme les hard skills, mais c'est ce côté, cette écoute, savoir t'adapter à un projet de jeu, savoir répondre aux différentes situations que tu vas pouvoir affronter. On en a parlé, c'est un peu l'intelligence émotionnelle. Ça fait partie, ces soft skills, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est quelque chose qui, comme tu l'as bien dit, qui ne s'apprend pas forcément en salle où on fait de la vidéo.
Mais c'est la vie qui t'apprend ça. Et nous, cette intelligence émotionnelle, ayant été ensemble depuis le bas âge, on a dû dealer. En fait, la vie en groupe, on l'a connue très, très rapidement. Avec ses hauts, ses bas, savoir gérer les déceptions, parce qu'on on avait chaque année des gens qui partaient. Et en fait, voilà, c'était un modèle accéléré. Donc, ces soft skills que nous, on les a appris très vite et c'est aujourd'hui, ce qui nous réunit. Parce que comme il l'a dit Quentin et même Ricky, dans notre génération 86, tout le monde n'est pas passé professionnel, alors qu'à la base, c'était ça qui nous unissait, le football. Mais aujourd'hui, l'entraide qui est entre nous, l'amour qui est entre nous, l'expression des émotions et voilà, le soutien qui est entre nous, on ne parle pas football. En fait, quand on fait nos réunions génération 86, c'est pas forcément pour parler des carrières, etc. Celui qui a fait la plus grande carrière ou celui qui n'a pas fait de carrière ont la même valeur. Ils ont la même valeur et comme tu vois, et ça, je pense qu'on l'a appris étant très très jeune, c'est des graines qui ont été plantées dans nos systèmes très jeunes et qui ont fleuri avec le temps, bien sûr, mais qu'on a su aussi, voilà, arroser nous-mêmes, entre nous, parce qu'il faut pas se mentir, c'est pas facile, c'est pas tous les jours facile. On est amené à côtoyer des gens qui ont des caractères différents, même entre nous. On s'aime comme on s'aime, mais il faut dire la vérité. C'est pas tous les jours facile. Mais je pense on a un objectif qui est commun, qui est plus grand que notre propre personne. Donc, quand on parle de génération 86, quand on parle de ce qu'on veut transmettre, ça va au-delà de nos petites personnes et de nos ressentis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos soft skills, franchement, pour rien au monde, on les échangerait. Et quand on est ensemble, c'est un bonheur. Quand on est en BMC, c'est un microcosme de la grosse génération 86, c'est tout. Mais c'est un petit modèle. Ça s'arrête là. Ça va pas plus loin que ça. Et comment vous voulez les mettre en pratique, ces soft skills? Là, parce que là, est-ce que concrètement, toi, Seb, par exemple, tu te vois être coach comme tu le fais pour les 15 prochaines années? Ou est-ce que vous avez une ambition un peu plus grande, vous, tous ensemble, de changer certaines choses, que ça soit dans le paysage des médias pour toi, Ricky, dans le côté coaching et pas purement sportif de ton côté, Seb? Quentin, toi, quelle que soit la direction où ça te mène après, est-ce que vous avez une vision un peu plus grosse sur ce que vous voulez voir dans le sport du futur, dans le football du futur, comparé à la direction que prend le football actuellement? J'ai envie de te dire que dans moi, pour parler pour ma part, parce on était même des individus au sein d'un groupe, on a chacun nos carrières, chacun nos évolutions. Je ne me fixe pas de limite. Aujourd'hui, le coaching ou le développement personnel, le public speaking, c'est un véhicule. Comme le football a été un véhicule dans ma vie qui va m'amener à ma destination. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je fais, j'en prends soin. Et je vais essayer de devenir le meilleur. C'est la mentalité du champion. J'essaie de le meilleur dans ce que je fais. Et maintenant, je pense que moi, essayant d'être le meilleur dans ce que je fais, Ricardo essayant d'être le meilleur dans ce qu'il fait, Quentin essayant d'être le meilleur, chacun d'entre nous essayant d'être le meilleur, vu qu'on a un socle commun, je pense que oui, à plusieurs, on va plus loin. Donc, au lieu de moi de faire mon truc dans mon coin, je pense que si je m'associe et si on est ensemble, avec Ricky, Quentin, Habib, Abdelak, qui tu veux, Nabil, n'importe qui de la génération 86, bah oui, on pourra avoir un impact plus grand, faut pas se mentir. Maintenant, où est-ce qu'on va s'arrêter? Après, ça, c'est entre nous qu'on se le dit. Mais on a quand même un petit peu de notre petit jardin secret, quand même, faut pas exagérer. Mais non, mais sérieusement, c'est important. Je pense que chacun être le meilleur dans ce qu'il fait, c'est ce qui va nous pousser vers le haut. Ah, Pour Seb, j'étais à deux doigts de tout dévoiler là. Heureusement que tu m'as reconnu. Ah ouais, il faut lire les scoops. J'étais pas loin d'aller le chercher, mais Non, mais comme il a dit, il a raison. Dans un premier temps, c'est vraiment le côté humain et noble qui nous drive. Vraiment, moi, à partir du moment où on part dans les clubs, qu'on délivre un message, qu'on voit des parents nous remercier, des enfants kiffer la journée, savoir que notre discours était impactant, pour moi, ça y est, on a déjà réussi, en fait. Après, où est-ce qu'on va s'arrêter? On ne sait pas, on verra. Nous, on a une envie de grossir, forcément, parce qu'on a envie que notre message ait une plus grande caisse de résonance. Et ça, le côté collectif. Après, moi, pour ma part, sur le côté personnel,
c'est pareil, je suis en train de me tâter. C'est vrai que je prends beaucoup d'informations et beaucoup de conseils auprès de mes gars de la G86, hein, parce que c'est bien, parce qu'on a aussi plein de corps de métier aussi. On a des coachs, on a des agents, on a encore des gens d'activité, on a pas mal de fonctions au sein de la sauce, donc c'est bien, ça permet aussi de puiser, de prendre des conseils aussi. Et puis après, moi, grâce au podcast, ça me permet de pratiquer un peu le micro, de m'entraîner pour, pour une prochaine échéance. Donc pour moi, c'est du tout bénef, hein, c'est du tout bénef. Donc c'est comme l'a dit Q et Seb, c'est vraiment un plaisir de se réunir et de partager tous ces moments-là ensemble. Moi, laisse-moi rebondir juste 2 secondes sur la vision parce que c'est un sujet qui m'est très cher, surtout pour l'assaut. C'est vrai que la DMC, c'est un gros kiff. C'est un gros kiff parce qu'en fait, on partage le plaisir qu'on a de parler de sujets très techniques ensemble. Maintenant, pour ce qui est de l'assaut, je pense que le socle commun à tous les membres, c'est le comportement et en fait l'énergie qu'on peut dégager et la fiabilité. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de donner par rapport à certaines valeurs et sur lesquelles on est intransigeant. Et donc en fait, comme aime beaucoup le dire Ricky, la synergie de tous nos profils, en fait, on veut que cette association soit en fait une image et un reflet de notre message pour que quand l'opportunité se présente pour un de nos membres, qu'il soit coach, comme l'a dit Seb, qu'il soit agent, qu'il soit public speaker, qu'il soit dans les médias, qu'il soit entrepreneur, en fait, ce socle commun de valeurs sur lesquelles on transige pas ou peu, soit une garantie sur la personne et sur l'engagement qu'il peut avoir à l'extérieur de l'association. Et en fait, on a envie que ce message grossisse en s'adressant à notre environnement. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées en fait? Parce qu'on n'a pas décrit pour l'auditeur la journée type G86, mais en fait, de notre propre chef, on contacte des clubs ou des clubs nous contactent. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de s'adresser à leur génération de joueurs qui ont 13-14 ans, plus ou moins l'âge qu'on avait quand nous, on est rentré à Clairefontaine, parce qu'on sait que c'est un âge où à peu près 99% des gamins rêvent et peuvent encore rêver d'être footballeurs professionnels. Ils sont tous en train de grandir, ils sont tous passionnés. Donc il y a toujours une marche plus ou moins grande, ce droit de rêver et personne ne peut leur en empêcher finalement. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On vient, on les sensibilise d'abord sur la différence de nos parcours, sur les embûches que certains ont connues, sur le succès que d'autres ont connu et sur la variété en fait de la réussite et des carrières qu'ils peuvent avoir tout en étant footballeur professionnel ou en étant juste jeune espoir de région parisienne. Ensuite, les 4-5 membres qui sont spécialisés dans le coaching, à savoir qui sont tous coachs ou même engagés dans des clubs amateurs ou professionnels, prennent en main une séance avec le reste des membres qui les épaulent pour eux-mêmes mettre en œuvre leurs compétences avec un thème de séance qui est sur l'amusement, mais aussi sur nos valeurs plus spécifiques, sur les hard skills de Clairefontaine, comme tu disais tout à l'heure, la technique, le contrôle passe, l'intelligence de jeu, comprendre le déplacement de ses coéquipiers, essayer d'agir en groupe et pas en tant qu'individu. Et ensuite, on se rend disponible pour les parents, pour les enfants, pour des discussions un petit peu plus informelles dans des petits groupes, après leur avoir fourni un goûter ou un repas. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est on va vraiment en immersion, là où il y a des cas qui sont de plus en plus critiques. On a des clubs assez récemment qui ont fermé leurs portes pour un mercredi pour contester contre le comportement des parents, qui étaient trop présents vis-à-vis des coachs, qui en avaient marre que leur enfant joue en équipe C, alors que à leurs yeux, c'est le meilleur joueur de l'équipe A. Et quand on parle d'équilibre, quand je parlais d'équilibre tout à l'heure, c'est même ça qu'on veut équilibrer, c'est le comportement et la passion des gens en leur montrant que, voilà, nous, là, les 24 que nous étions à l'entrée à Clairefontaine, et ben en fait, on était sans doute, aux yeux de 3-4 coachs, les 24 meilleurs joueurs de région parisienne et de régions avoisinantes. Ça n'a rien garanti du tout pour qui que ce soit. Mais ce qu'on veut leur dire, c'est que 20 ans après, on est capable d'être toujours super proches et d'avoir un socle qui nous réunit. Et c'est pas le football, c'est les valeurs qui nous ont été apprises grâce au football. Et ça, c'est quelque chose qui nous est très très cher et c'est, je pense, la plus grande vision pour l'assaut. Et moi, je vais rebondir là-dessus quand même parce que et allez vous titiller un petit peu plus parce que là, il y a vraiment le côté. Là, vous êtes une association, vous êtes dans une transmission, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de rentabilité économique derrière. Donc, vous êtes en train de prêcher une parole dans le côté associatif, alors que vous-même, une partie d'entre vous, en tout cas, ont été des professionnels du milieu du football. Pas mal de gens vivent du football ou en tout cas vivent en partie du football en étant éducateurs, etc. Est-ce que vous pensez qu'au moment où vous allez pouvoir défendre vos projets,
dans ces institutions-là, vous allez être en capacité de mettre ces valeurs-là comme élément fondamental du développement de votre structure? Ou est-ce que, au moment où vous allez devoir professionnaliser tout ça, au moment où l'un de vous va prendre une position dans un club, dans un média, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir prioriser dans tout votre développement ces valeurs-là, où il y a un moment, un certain pragmatisme derrière sera nécessaire pour pouvoir grossir le projet? Ouais, je vais me permettre de répondre. Après, tu sais, c'est personnel. Il y a la génération 86 et il y a les individus. On a un socle commun. Tu peux pas parler pour les autres ou parler pour tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que là où je peux me permettre je peux m'avancer, c'est que nos valeurs, comme il a dit, on est un peu, tu vois, stubborn. On est dur sur nos valeurs. Parce que ce qui nous relie, au final, on peut avoir des désaccords. Mais quand on se parle, on se dit la vérité. Quand on se parle, en fait, ce qui nous relie, c'est limite difficile, c'est pas tangible. Et les valeurs qu'on se répète à chaque fois quand on a commencé l'association, ou quand même chacun dans son côté est un représentant de l'association, que ce soit aux États-Unis, on a une image. Et quand au moins nous, on veut pouvoir se regarder dans les yeux. Et je pense que demain, quand quelqu'un aura un poste quel qu'il soit, bah, les valeurs qu'il mettra en avant, je pense que personne, et c'est un terme que j'aime utiliser, en tout cas moi pour ma part, je pourrais pas me travestir. Pas pour un gain économique, parce que pour moi, humainement parlant, ça va plus loin que ma motivation, c'est pas l'argent. Aujourd'hui, l'argent pour moi, on en a besoin, et je vais pas te mentir, même pour l'association Génération 86, si vous voulez faire des dons, faites des dons, tu vois. Mais non, faites des dons. Faites des dons parce que c'est pour une noble cause. Mais ça sera jamais le côté économique. Voilà pourquoi on a une association à but non lucratif qui va nous driver. Parce qu'on sait très bien que dans le monde d'aujourd'hui, parce que nous, on a conscience que ce qu'on vend, entre guillemets, ou ce qu'on donne, ça peut un peu se perdre. Et on peut être vu comme des idéalistes. Ouais. Mais donc, au final, en fait, vous êtes dans le don de votre modèle et de vos croyances dans ce cas de génération 86. Mais après, donc, du coup, c'est vous pensez que la transposition professionnelle de ces valeurs-là, le jour où ça sera à vocation à être rentable économiquement, vous allez vous appuyer là-dessus avant toute autre chose que vous allez mettre en place au sein d'une structure. Ricky, il l'a Oui, dit. parce que c'est viscéral. C'est viscéral. En fait, c'est ancré en nous et c'est ce qui nous relie encore maintenant. Alors, bien sûr, ça n'empêchera pas de conflits. Bien sûr que ça n'empêchera pas des discussions comme il faut en avoir au sein même d'une famille, au sein même d'une fraternité. Mais par contre, ce socle de valeurs et cette ligne directrice, elle sera vraiment très difficilement transigeable. Parce qu'il y a une vie au sein de l'association, il y a une association et il y a les membres de l'association au sein de l'association. Et ensuite, il y a une vie professionnelle à mener. Rien n'empêche que l'un d'entre nous peut devenir trader, être le plus capitaliste des capitalistes et autant être animé par des valeurs fondamentales en lesquelles on croit tous. Donc, il y a un côté où monétiser ne veut pas dire diaboliser. Et c'est un truc où il y a beaucoup de gens qui disent on voit la vraie valeur des gens quand ils ont de l'argent. Ben, l'association, on aura une plateforme beaucoup plus grande et qui sera accessible à beaucoup plus de monde. Donc moi, j'ai hâte d'être à ce moment-là. Ouais, de toute façon, il faudra qu'on se pose la question à ce moment-là, hein, si on doit peut-être s'affilier avec d'autres associations, enfin, avec une institution, pardon, sur la fédération, tout ça. C'est des questions qu'on se pose au quotidien. Hein. Est-ce qu'on doit voilà, aller plus vers l'avant, commencer à lever des fonds, enfin, voilà, des questions légitimes qu'on se pose. Après, ça prend du temps parce qu'on est beaucoup aussi, hein. Comme ça l'a dit, on est aussi une somme d'individus, donc forcément, des fois, on a des pensées un peu différentes, des stages rémunérés, des levées de fonds, enfin, des sponsors, tout ça. Donc voilà, c'est des questions légitimes qu'on a. Donc, on verra avec le temps comment ça va se décanter. J'ai une dernière question pour vous qui n'a rien à voir avec les sujets qu'on abordait, mais nous, notre communauté, c'est vachement une communauté d'entrepreneurs et de personnes dans le domaine du digital, du sport et de l'innovation. Vous, en tant que footballeur actuellement ou ancien footballeur, qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans votre carrière en termes d'accompagnement pour votre développement personnel et pour arriver à vos fins dans la performance quotidienne? Moi, je le dis à chaque épisode. Hein.
Moi, Attendez. ouais. C'est pas vos défauts à vous. Non, Je non, ouais, parle de l'accompagnement qu'on aurait pu vous amener. Ok. ouais, mais moi, clairement, il m'a manqué ce mentor, moi. Moi, il m'a manqué ce mentor. Seb, il en a eu 10, Ricky, il en a eu 0. Ouais, c'est ça. Moi, il m'a manqué ce papa. Si vous écoutez les épisodes de BMC, vous allez comprendre que Mais c'est. comment on construit ça? Du coup, comment est-ce que pour toi, une organisation professionnelle peut avoir la réflexion de mettre un truc en place pour accompagner individuellement les joueurs? Bah, après, c'est compliqué. Parce que le club, il cherche pas forcément à optimiser vraiment ton côté personnel, à t'accomplir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Donc, le coach, d'autant plus aujourd'hui où le coach, il reste 6, 1 an, 2 ans maximum. Donc, c'est compliqué pour Mais un club. c'est en te développant personnellement qu'il va parvenir à ses fins. Ouais. Oui, mais après, il va plus se développer du côté plus technique. Après, forcément, il y a un petit côté psychologique pour t'aider, tout ça, pour te mettre bien à l'instant T. Mais pour t'accomplir, pour t'optimiser, je dirais, euh, c'est plus compliqué. Il y a des coachs qui le sont, attention, il y a des clubs aussi qui le font très bien, mais ça, c'est pas généralisé. Donc, moi, c'est ce qui m'a manqué dans mes différents clubs, c'est ce mentor-là, ou cette personne-là, justement, qui m'a élevé, qui a su m'élever. Et peut-être avant de passer la parole aux autres, est-ce que, comment le formuler? Est-ce que du coup cet accompagnement psychologique, c'est un truc que tu te voyais travailler pendant ta période de footballeur? Est-ce qu'à 23 ans, tu penses que tu aurais été capable d'aller t'appliquer dans ton travail psychologique comme tu l'étais dans ta répétition technique ou ton travail physique selon le curseur, où tu mettais le curseur sur tes priorités? Bah déjà, ce qui était sûr, c'est que à 23 ans, j'avais pas la même lucidité ou la même maturité à analyser mes faiblesses techniques ou mentales qu'à 28 ou 30 ans. Donc c'est pour ça, je te dis, quand il faut quelqu'un à côté voilà, pour savoir te cibler ou savoir t'accomplir, c'est surtout dans tes jeunes années. Après, ouais, c'est des choses qui m'ont manqué étant plus jeune, mais après, c'est des choses qu'on acquiert avec le temps, en grandissant, en prenant de l'expérience. Par moments, ça se passe bien parce que même quand tu es jeune, tu arrives à gommer ces choses-là par toi-même et avancer. Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, je pense que si j'avais eu, encore une fois, ce mentor-là ou cette personne à côté, voilà, pour m'accomplir, pour m'aider à m'accomplir et à optimiser un peu ma carrière ou mon quotidien, j'aurais pu peut-être faire une meilleure carrière. Et toi, tu le vois plus comme un accompagnement qui n'est pas celui d'un agent, mais un accompagnement externe à un club de foot. Ouais, ouais, sur externe un club de foot, pas agence, que l'agence, si, il a aussi un côté mercantile Pas le même qui est, métier, ouais. C'est pas le voilà, même métier. faire le métier. Après, il y a des personnes aussi dans des clubs qui sont faites pour ça aussi. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2023, que ce soit dans le football et même dans le monde, dans l'entreprise, je pense que la question aussi mentale, psychologique, elle est vachement prise à cœur. Donc c'est bien, il commence à avoir des structures qui se développent sur ce côté-là. Donc c'est une bonne chose. Mais à notre époque, c'était plus compliqué. Et toi, Seb? Pour répondre, ce qui m'a manqué dans mon développement, j'ai envie de te dire, moi, ce que je fais aujourd'hui, dans le sens où, après, il y a l'évolution de la vie, tu vois, je peux pas jeter la pierre à une époque où, bah, il y a l'évolution. Aujourd'hui, on est dans le métaverse, on est dans, tu vois, on est dans les, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, les réalités d'avant, il y a 15 ans, 20 ans, sont pas celles d'aujourd'hui et on va même pas se poser trop de questions. Aujourd'hui, je pense que j'ai eu la carrière que je devais avoir. Si je devais vraiment me poser la question, qu'est-ce que tu aurais voulu avoir? Oui, moi, dans le sens où quelqu'un de légitime, quelqu'un qui prend de légitime, qui sait vraiment ce qui s'est passé et qui peut, en fermant les yeux, me dire ce que je vais faire et ce que je ressens. Parce on est très vite incompris, on se sent seul souvent. Le football, c'est vraiment un milieu, un monde parallèle. C'est un monde à part. C'est un monde à part qui dure un certain temps. Donc, les règles et les réalités du football, elles sont tout autres que celles de la vie. Ce qui m'a manqué, je pense que c'est beaucoup de patience. Après, voilà. Mais quelqu'un, peut-être, avec qui je pouvais parler. Parler de tout et de rien hors club. Parce que même quelqu'un qui est dans un club, aujourd'hui, il fait partie d'une institution. Et, Mm. et le club, quoi qu'on dise, c'est un peu comme ce rapport, tu préfères aller parler à quelqu'un d'en dehors de chez toi qu'à tes parents. Bah, c'est un peu le même rapport. Et ça,
comprendre d'où ça vient et comprendre la culture. Je pense qu'il y a des... Le problème, c'est qu'il y a, il y a un gros problème de culture, de compréhension de culture. Aujourd'hui, moi, quand je travaille avec certaines personnes ou certains entrepreneurs dans le côté technologique qui viennent me voir pour rentrer dans le monde du football, je leur dis clairement, ce que vous n'avez pas compris, vous pouvez avoir le produit le meilleur du monde, c'est l'humain, c'est l'être humain. Et il y a des particularités, par exemple, avec un jeune de banlieue ou avec quelqu'un qui a... Et ça, il faut avoir vécu, c'est de l'intelligence émotionnelle, il faut avoir vécu la chose pour pouvoir parler le même langage. C'est pour ça que je parle beaucoup de langage. Donc, ce qui m'a manqué, c'est même pas côté technologique, c'est même pas l'assistanat, non. Je pense que c'est de la connaissance. J'aurais aimé, par exemple, que mes parents, pour le coup, connaissent plus. Parce que ça a créé beaucoup de friction, ça a créé beaucoup de décalage. Et j'aurais aimé qu'ils soient beaucoup plus au courant. Beaucoup plus au courant parce que la vie d'un footballeur, au final, depuis le jeune âge, ça peut créer beaucoup de déséquilibres qui seront répercutés étant plus vieux. Donc voilà ce qui m'a manqué et comment j'aurais préféré. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Parce que par exemple, je me parle à moi quand j'avais 18 ans ou moi quand j'avais 24 ans. Et la raison pour laquelle on va dire que je suis bon dans ce que je fais, c'est parce que voilà, bah, je me connais. Qu'est-ce que j'avais besoin quand j'avais 24 ans? Bah, qu'est-ce que j'avais besoin pour écouter quelqu'un qui vient me parler? Je sais. Et c'est pareil par à peu près dans l'entrepreneuriat. J'ai vu, j'ai essayé. Donc aujourd'hui, on peut se parler clairement et c'est plus simple. En fait, ça revient à des bases très, très simples de la vie. C'est ça qu'on va faire en fait. On va créer une structure indépendante qui va accompagner les jeunes joueurs et vous allez avoir le relationnel avec les joueurs et moi je serai le connard capitaliste derrière qui va monétiser tout ça. Il en faut toujours un, de toute façon. Toujours un. Il en faut toujours un. Si t'endosses le rôle, c'est bon. Et toi, Kyo? Ah, Paris qui? Par équipe. C'est Paris qui va faire un don de ses maillots de carrière. Et toi, Quentin, du coup, c'est quoi? Moi, j'aurais assez de mal à mettre un doigt dessus parce que je pense que la personne que je suis extra-football s'est construite grâce aux échecs footballistiques. Heureusement, il y a eu des réussites, ce qui m'a permis de durer, mais il y a eu pas mal de setbacks, comme on aime beaucoup l'évoquer, et je pense que ça a été hyper bénéfique pour ma personnalité, pour mon caractère. Euh, c'est vrai que le caractère, c'est toujours facile quand tu réussis. En fait, t'es jamais réellement testé, mais ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que ma motivation ne se réduisait pas, quand bien même j'étais pas récompensé de tous mes efforts instantanément. Et c'est quelque chose qui a créé beaucoup d'inconfort, mais avec lequel je suis devenu confortable. Donc maintenant, moi, si j'avais une réponse à donner par rapport à tous les gens comme moi ou même tous les footballeurs, c'est vrai que pour l'avoir vécu assez récemment, avec cette modernité des staffs qui sont beaucoup plus élargis, quand nous à l'époque c'était un staff de 2-3 personnes, maintenant il y en a plus 5-6, je pense que dans les staffs, maintenant tu es capable d'avoir un panel beaucoup plus important de personnalités, et comme a dit Seb, il y a beaucoup plus de gens à même, s'ils sont sensibilisés dans les staffs, à répondre aux besoins de chaque profil de joueur différent. C'est-à-dire que, tu vois, là je prends un exemple commun, mon staff à Atlanta, 5 sur 6 sont parfaitement bilingues, anglais et espagnol. Donc déjà, ils peuvent s'adresser à la quasi-totalité du groupe. C'est un staff assez jeune, donc qui était encore joueur il n'y a pas si longtemps, donc qui peut encore quand même avoir des rapprochements avec pas mal de joueurs. Et en même temps, ils sont assez âgés pour représenter un côté un petit peu paternel pour les plus jeunes. Donc c'est un truc où, pour synthétiser, accentuer la composition d'un staff sur les soft skills, avoir au sein même de ton staff des gens qui sont même un peu plus axés sur les soft skills, qui sont un peu plus axés sur la compréhension des joueurs, au-delà du côté technique, je pense que ça serait super bénéfique pour les clubs, parce qu'il y aurait un accompagnement comme on aurait eu sans doute besoin Ricky, comme il le répète dans pas mal d'épisodes. Il y aurait peut-être quelqu'un dans un de ses staffs élargis qui aurait identifié que Ricky avait besoin d'être encadré peut-être un petit peu plus qu'un autre. Ce qui n'a sans doute pas été le cas quand il y avait des staffs de 2-3 personnes à l'époque, encore plus dans des grands clubs où ils sont surmenés par le travail. Mais pour ce qui est de mon cas personnel, moi je me considère un petit peu comme un combattant, comme un survivant, mais parce que c'est la passion qui m'a toujours drivé, et je pense que j'ai pas vraiment une personnalité à être pris sous son aile. En fait, j'ai développé énormément d'amitié,
mais je pense que j'étais plutôt repoussant pour les plus anciens. Et j'étais typiquement pas le genre de mec, on dit, ah, vas-y, Q, viens, regarde, on va faire ça ensemble et tout, machin. Non, j'étais toujours à l'écoute et tout, mais il y avait toujours une espèce de, et c'est sans doute de ma faute. Ouais, et ben, c'est peut-être cet accompagnement-là qui plutôt aurait fait qu'il y aurait un caractère un petit peu moins tranché dans le côté soft skills, ou peut-être leur rencontre pour être un autre sujet dont on discute, le côté nutrition, etc. Savoir que un poids de forme, il était à 77 kilos, 78 kilos pour toi et pas 82 kilos. Il y a quand même des éléments qui sont maintenant mis en place où vous avez vécu une transition entre le côté, finalement, si on regarde 20 ans en arrière, quand vous êtes rentré dans le monde professionnel, un staff comme ça serait considéré comme amateur, comparé à ce que vous avez vécu potentiellement en fin de carrière. Et donc, c'est plus là que je voulais vous emmener, c'est où ça va. Et ce conseil, moi, personnellement, étant dans la Sportec, je suis persuadé qu'il y a il y a le côté accompagnement émotionnel, comment tu anticipes mieux un match d'un point de vue émotionnel, pas dans la préparation tactique, technique, physique, mais dans le côté appréhension de ce sujet-là, et donc tout ce qui peut être fait d'un point de vue technologique. Maintenant, il y a plein de choses super intéressantes à faire, et c'était intéressant de voir que la question est aussi sous quelle forme cet accompagnement, est-ce qu'il est interne, est-ce qu'il est externe, est-ce qu'il est individualisé, comment est-ce que t'en fais vraiment un business pour les potentiels entrepreneurs et les jeunes gens qui sont en école, qui sont en train de créer leurs prochaines idées pour faire grossir le sport. C'était intéressant de discuter. Juste un dernier point, en général, on demande toujours à nos invités de partager soit un livre, soit une série, soit un film, soit quelque chose qui les a drivés, qu'ils ont vu ou écouté récemment. Est-ce que vous avez une bonne recommandation en 15 secondes chacun pour notre audience? Moi, je suis pas très livre. Par contre, moi, il y a une série qui m'a marqué là, depuis pas mal d'années. Pourtant, c'est moi qui parle. T'as plus que 10 secondes, Ricky. T'as plus que 10 secondes. Billions. 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 Ouais, Je là, ne me serais pas attendu à ça. justement, c'est pour ça que j'ai commencé à poser le décor, tout ça, en te disant, pourtant, c'est pas trop mon monde, c'est pas trop ma mentalité. Mais quand tu vois le mindset des mecs, la stratégie pour arriver à leur fin, tout ça, le côté même économique, les côtés un peu derrière, les technologies, c'est fort. Et les acteurs sont top dedans. Donc, c'est vraiment une série qui m'a mis une claque, qui m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Donc, moi, c'est Billions. Billions. Seb, The Last Dance. The Last Dance, l'inévitable. Ouais. Je te cache pas que quand on enregistrait des podcasts pendant la période Covid, c'était The Last Dance à gogo. Hein. Ouais, c'est la base. Ah, The Last Dance, c'est la base. C'est la base. C'est tout ce que. Ouais, The Last Dance. Jordan ou Kobe? Hein? Jordan ou Kobe? C'est fou, quoi. Ouais. Le GOAT de. Wesh. Ah, Je parle pas en basketteur, je parle en personnalité. Et tu ouais, non. Jordan all the way. Il n'y a pas Mike, Rest in peace to the Mamba. Mais, et Michael Jordan yeah. all the way. Quentin, il fallait que je sorte ma petite quote en anglais, moi aussi. Vas-y. Not the result we wanted. Et toi, Quentin? Moi, là, j'arrive pas. Un livre, Matthew Seed Bounce. Un podcast, Secret to Success podcast. Mon gars va pas me contredire. C'est quelque chose qui m'a énormément inspiré récemment. Et il y a quand même un deuxième livre. Ça va vraiment trop me faire passer pour le lecteur que je ne suis pas. Mais What Harvard Business School Doesn't Teach You. Super important aussi. En tout cas. El professeur. Attends, pour mon livre, The Power of Now. C'est mon livre et mon truc. The Last Dance and The Power of Now. Top. Messieurs, merci beaucoup pour d'avoir partagé ce moment avec moi. Comme vous dites souvent dans votre podcast, vous, pour moi, vous êtes les grands. Quand j'étais le petit gros qui venait vous voir à Clairefontaine, c'était vous étiez mes stars. Et donc ça fait plaisir d'être dans l'autre sens maintenant. Mais merci beaucoup pour votre temps. J'espère que ça a été intéressant pour nos auditeurs. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour la fin. Non, continuez à kiffer. Faites ce que vous avez à faire et puis kiffez, c'est tout. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Faut rêver. Il n'y a aucun rêve. Il n'y a rien qui est trop grand. Autorisez-vous à rêver et croyez-moi, ça va bien se passer. Be the best version of yourself. Soyez la meilleure version de vous-même et n'hésitez pas à être excellent même pour des petites choses. Mm-hmm.
Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, à mettre des commentaires sur les différentes plateformes. Et à très vite pour un prochain épisode. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.